Je vous remercie et je voulais d'abord remercier Anthony et tous ses collaborateurs qui ont permis cette magnifique journée à avoir lieu. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, une petite citation de Bergman. Marié au théâtre avec le cinéma comme maîtresse. Tel se décrivait Ingmar Bergman. Il n'avait que 26 ans lorsqu'il est devenu le directeur de théâtre de la ville de Helsingborg, ainsi le plus jeune dirigeant d'un théâtre européen. Sa carrière théâtrale, intimement liée à son travail en tant que réalisateur, était partagée entre les mises en scène au théâtre en hiver et les tournages en été, avec souvent la même équipe des comédiens. Les rapports esthétiques entre l'art théâtral et l'art cinématographique étaient constants dans sa création. Et dans cette communication, je vous propose de considérer l'impureté théâtrale qui me semble être au cœur de la formation des illusions dans ces films. Pour rappel, dans les années 50, André Bazin revendiquait le droit d'adapter au cinéma les romans et les pièces de théâtre en affirmant que le cinéma est un art impur. Et puis, dans les années 90, Denis Lévy, avec Alain Badiou, affine la pensée basinienne et distingue entre l'impureté globale, celle qui affecte un film dans sa totalité, et l'impureté locale, celle qui procède, par exemple, par des empreintes de différents éléments de théâtre dans les films. Notre premier exemple vient de Fanny Alexandre de 1982. Dans cette fresque familiale, le théâtre est au cœur de la vie comme de la mort des personnages. Même le père d'Alexandre est pris d'un malaise pendant une répétition d'Hamlet et devient un gentil fantôme qui hante ses proches après sa mort. Je propose de penser l'esthétique d'illusion chez Bergman comme une esthétique personnelle et onirique de la rencontre du cinéma et du théâtre. Considérons notre premier exemple. Dans Fanny Alexandre, l'illusion comme erreur de la perception, donc selon la définition que nous propose le dictionnaire de l'Académie française, intervient au début du film. Et se présente comme une vision personnelle, c'est-à-dire perceptible uniquement pour Alexandre et nous, donc le spectateur du film. L'enfant, pendant une rêverie journalière, crée un monde parallèle, fait de lumière et de son. C'est évidemment une illusion, puisqu'une telle transfiguration de l'espace n'est pas possible, mais c'est une illusion créatrice au sein de l'œuvre cinématographique. Elle prend une forme réelle et matérielle, parce qu'elle est donc d'abord imaginée, puis réalisée avec les moyens physiques, et en cela, cette illusion est donc bien réelle, puisque bien mise en scène et puis cadrée. Alors on va regarder un petit extrait. Normalement, elle est en dessous du son. Désolée, l'image elle rame un peu. C'est plus fluide d'habitude. Donc, Alexandre est chez sa grand-mère, la comédienne Helena Ekdal. Sa maison, dans les couleurs rouges et aux murs drapés de lourds rideaux en velours, s'apparente à la scène de théâtre. Le petit garçon s'installe sous la table dans le salon, il ferme les yeux et la magie commence. Une figurine dorée se met en mouvement. La caméra fait un panoramique vers le haut et nous fait découvrir une horloge, un gros plan, qui sonne 3 heures de l'après-midi. Une mélodie commence à jouer. La caméra redescend et nous montre plusieurs figurines armées d'instruments de musique tournant sur elles-mêmes. Nous observons ici notre première création de l'illusion cinématographique, née dans la rencontre
entre un espace théâtral et l'imaginaire d'un enfant. Les petites figurines musiciennes, en gros plan, accompagnées par la mélodie de l'horloge, créent l'illusion qu'ils jouent bien de la musique. Et de ces premiers moments magiques naissent les autres illusions optiques. Lorsque le plan d'ensemble nous montre le salon qui s'éclaircit de plus en plus, créant une ombre derrière la statue féminine au coin de la pièce, le lustre de cristal se met à balancer au rythme de la musique. Le gros plan du lustre nous fait percevoir de multiples couleurs qui se réfléchissent sur sa surface et nous entendons le bruit des cristaux qui se mélangent à la mélodie, donc joué en quelque sorte par les figurines. La respiration de l'enfant et le tic-tac de l'horloge. Ces brefs instants lyriques du mélange de couleurs, de sons et de mouvements nous arrachent du récit du film et nous fait éprouver de pures sensations audiovisuelles. Alexandre, captivé par un objet devant lui, rouvre les yeux et se redresse sous la table. Un double mouvement du garçon et de la caméra donne à ces petits blocs de mouvement duré la valeur d'un gros plan et un contre-champ nous fait découvrir l'objet de sa fascination. Près de la fenêtre, la statue de la femme à poitrine nue, immobile dans un premier temps, s'anime. Les illusions visuelles et sonores dans cette scène sont les fruits de l'imagination d'Alexandre. Mais parfois, son imagination est si forte que l'illusion prend forme physique et a un impact sur le monde, comme lorsque plus tard dans le film, il provoque la mort de son beau-père, un prêtre tyran qui a pris en otage la mère d'Alexandre. On ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui. Dans le deuxième exemple que je vous montre, Alexandre n'est pas l'auteur de l'illusion qui se joue devant lui, mais bien le spectateur, lorsque le simulacre du Dieu Tout-Puissant, une grande marionnette à tige dotée également de fils, presque aussi grand que le garçon, apparaît devant lui en plein moyen large et lui inflige la peur. On va voir cet extrait. Ah, pardon. Vem står bakom dörren? Det är Gud som står bakom dörren. Kan du inte komma fram? Ingen levande får se Guds ansikte. Vad vill du mig? Jag vill bara bevisa att jag finns. Nu är det slut med mig, va? Vill du kanske se mig, Alexander? Nu ska du få se mig. Nu kommer jag, Alexander. Nu. Erkänn att du blev rädd. Jag blev inte rädd ett jävla dugg. La grandeur de ce simulacre de Dieu est tout de suite relativisée, subissant un traitement ironique et indiquant que l'omnipotence n'est qu'une illusion, qu'elle n'est qu'une marionnette à fil, certes géante, mais le fer planté lame de contrôle, donc dans son crâne de bois, toujours maniable, car nécessairement manipulé et dirigé par son marionnettiste. C'est donc lui le démiurge. Du coup, un tel simulacre de Dieu ne saurait posséder le prédicat divin de la théologie chrétienne, celui de l'omnipotence. Toutefois, le simulacre conserve sa part d'étrangeté, sinon de mystère, là où l'absence de conscience peut être confondue avec l'infinité de la conscience divine, dit ainsi en reprenant le passage de Heinrich von Kleist. Je cite: l'homme apparaît le plus pur lorsqu'il n'a aucune conscience ou lorsqu'il n'a une conscience infinie, c'est-à-dire lorsqu'il est soit Pantin, soit Dieu. Ça vient sur le théâtre des marionnettes. Ici, Alexandre assiste malgré lui à une représentation d'un théâtre des marionnettes qu'il croit être une apparition apocalyptique puisqu'il croit qu'il va mourir. Nous assistons ici à une confusion entre le Dieu et la mort, chère à Bergman depuis son œuvre Le Septième Sceau de 1957. On peut juger la création de l'illusion de l'apparition de Dieu comme fort réussie, puisque le petit Alexandre se cache de la peur sous la table.
Dans ces petits extraits, l'illusion se définit comme une représentation théâtrale d'un grand affect au sein d'une séquence cinématographique. On peut également noter le décalage dans l'appréciation de l'illusion entre cette scène et la première. Dans la première scène, nous étions au même niveau de la perception sensible de l'illusion, créée devant nous de mélange de couleurs et de sons. Ici, nous voyons bien les tiges de la marionnette et comprenons qu'il s'agit d'une tromperie concoctée par le marionnettiste derrière la poupée géante. Bergman nous invite surtout d'apprécier la sensibilité de la perception de l'enfant, encore innocent en quelque sorte, c'est-à-dire facile à tromper, et en capacité à prendre une illusion pour la réalité. Dans notre dernier exemple, venant du film Après la répétition, le lieu du film est la scène du théâtre, comme espace de souvenirs. J'ai intitulé cette partie, Après la répétition, les souvenirs de l'écran, les fantômes de la scène. Et je vous donne une citation du Songe de Strindberg. Cette pièce fait une véritable transition entre Fanny Alexandre et la répétition, car dans la dernière scène de Fanny Alexandre, Helena Ekdal, la grand-mère d'Alexandre, lit à son petit-fils ces lignes de Strindberg. Strindberg, il venait donc tout juste sortir cette pièce dans Fanny Alexandre. Donc. Je vous lis. Tout peut arriver, tout est possible, probable. Le temps et l'espace n'existaient pas. Sur une toile de réalité insignifiante, l'imagination tisse de nouveaux motifs. Donc, le songe. Donc, après la répétition de 1984, les mécanismes de création de l'illusion sont au cœur et le film s'apparente à une ode d'amour au théâtre, aux comédiens et à la scène comme un être sensible qui se souvient. Les apparitions sur cette scène de théâtre sont aussi éphémères que les scènes cinématographiques oniriques. On peut même questionner si tous les personnages du film sont vivants ou des fantômes, provoqués par la scène elle-même entre deux répétitions du songe de Strindberg. Les fantômes sont partout dans les films de Bergman, mais c'est après la répétition que les limites entre les réalités physiques sur scène cadrée dans une image cinématographique se confondent avec des apparitions illusoires et nous avons l'impression que la scène performe sa propre magie en créant des mondes de rêves. Je vous montre le tout début du film, donc c'est le dernier extrait. Efter repetitionen stannar jag gärna kvar en stund på scenen. Eftersom jag tycker om att i lugn och ro tänka igenom dagens arbete. Det är i timmarna mellan eftermiddag och kväll, då det stora teaterhuset ligger tyst och övergivet. Jag har antagligen sovit en stund, jag vet inte. När jag ser mig omkring känner jag inte igen mig. Något är förändrat på ett hemlighetsfullt och ogripbart sätt. Hej. Vad letar du efter? Jag letar efter ett armband. En sån som tappar saker. Avstånd och leda. Le film s'ouvre avec un plan en plongée qui nous fait découvrir le sol de la scène. La caméra balaie dans lent mouvement l'espace, on s'est capté, en nous montrant une paire de ballerines négligemment laissées au milieu. Appartient à la Marie, la ballerine de Jeux d'été, donc film de Bergman de 1958, dont l'amoureux mort porte le même prénom que le metteur en scène Henrik Vogler.
interprété ici par le grand Erland Josephson. Jeu d'été donne à voir des allers-retours entre Marie, qui lit le journal de son ami mort, et des flashbacks du passé. De même, les souvenirs du passé envahissent l'espace de la scène après la répétition. Le déplacement de la caméra l'a conduit jusqu'à Henrik, assoupi sur son bureau. Étalé sur la table, sa position pourrait laisser croire qu'il est mort, mais nous percevons aussitôt des petits mouvements corporels auxquels le metteur en scène ajoute l'agitation impatiente de l'interrupteur de la lampe en l'allumant et l'éteignant. Non, il vit encore, mais sa présence sur cette scène est aussi incertaine que le fantôme qui ne tarde pas à apparaître. Sa voix, déconnectée de son corps, en mode off, ouvre le film. Transmettant ses pensées, elle nous attend comme une parole de l'au-delà. Ces souvenirs se matérialisent plus tard sur scène également. Lorsqu'il évoque ses souvenirs d'enfant, nous remarquons un jeune garçon assis devant les lumières de la rampe. C'est le comédien Bertel Guve, le même qui incarne Alexandre dans Fanny Alexandre. Vous le voyez sur l'image numéro 2. Au fond de la scène, parmi un bric-à-brac de verre, nous apercevons la marionnette de Dieu, venant elle aussi de Fanny Alexandre, l'image 3. Créant ainsi une présence fantomatique du film Fanny Alexandre, donc à l'intérieur après la répétition. Anna Egerman, donc interprétée par Lena Olin, la comédienne interprétant le rôle de la fille d'Indra dans la pièce, arrive sur scène. À l'évocation de Raquel, interprétée par Ingrid Thulin, la mère morte d'Anna, celle-ci apparaît aussi. Et c'est sa mère morte ou le personnage d'Indra du songe de Strindberg, que Raquel avait également joué avant sa fille, qui est en cette scène. Nous sommes dans un songe moderne où la fiction et la réalité se mélangent et nous pouvons nous imaginer entendre le leitmotiv de Strindberg. « Oh, que les hommes sont à plaindre !» Lorsque l'espace et le temps se brouillent sur la scène de théâtre, lieu de l'endormissement du rêve, des illusions entre deux répétitions. Tout se passe comme si c'est elle-même qui s'est métamorphosée sous l'action des personnages qui l'accueillent ou supportent, capable en quelque sorte en elle-même de s'endormir et de rêver. La scène, le lieu où les illusions se matérialisent, est comme une boîte magique. Ces murs délimitent le lieu et permettent aux espaces-temps imaginaires de s'incarner, imaginés et remémorés par les personnages. La rencontre à le metteur en scène et sa comédienne, qui dure à peine plus d'une heure dans le film, traverse le temps et l'espace. Lors de l'arrivée de Raquel, le décor ne change pas, mais sa fille Anna, assise sur le canapé, se transforme en fillette d'environ 10 ans, lorsque le temps fait ce saut en arrière. Donc, c'est images 6 et 7. Le temps se partage en plusieurs strates. Henrik, face à son image en tant qu'enfant sur l'image 2, Anne qui transforme en fillette en image 7, Raquel revient du passé pour demander un rôle, image 6. L'illusion, après la répétition, s'étisse sur la scène comme sous forme de mémoire qui habite les objets. Ces objets et personnes apparaissent au moment de leur évocation. La caméra cadre un tel ou tel objet et lui donne aussi une consistance réelle dans le cadre cinématographique. L'illusion est également une sorte de magie. Son voix difficile à définir puisqu'elle est rapide. Elle fuit de qui on essaie de la saisir, de la décrire. Cette force fugitive et onirique est créée dans les perceptions du spectateur entre les différents souvenirs des films de Bergman. Après la répétition, semble fonctionner comme une sorte de matrice évocatrice du passé. Après la répétition, la scène de théâtre est personnifiée ou éprouvée comme un espace mental qui, lors de temps de repos entre deux répétitions, se transforme grâce à ceux qui s'émeuvent et se souviennent, tout comme une scène se transforme lors d'une mise en scène qui en fait varier les composants matériels, meubles, accessoires, objets, en plus de modifier positions, gestes et déplacements des acteurs. Henrik se souvient du passé. Avec Anna, un amoureux, ils songent au futur. Le décor change quasi imperceptiblement et la scène devient le miroir de l'état intérieur du metteur en scène. Des accessoires disparaissent, les paravents se déplacent, les toiles de fond changent, laissant la scène quasiment vide à la fin du film, image numéro 4. La grande statue féminine qui décore la scène au début, personnifiant sans doute l'idée bergmanienne de l'essence du théâtre, disparaît subitement. Tale, la déesse de la comédie et de la poésie lyrique, est à l'origine du symbole de théâtre pour Bergman. Avec la disparition de la statue, l'âme du théâtre abandonne en quelque sorte la scène. Les personnages et le décor disparaissent graduellement.
Lorsqu'Henrik dit à Anna, presque en citant Strindberg, « Tout est imaginé, rien n'existe », il décrit le théâtre comme lieu où les illusions naissent, mais c'est aussi une auto-réflexion sur lui et ses comédiens. Les comédiens et le metteur en scène, ces serviteurs fiables de théâtre, sont-ils dans ces films aussi imaginaires que les illusions qu'ils créent sur la scène pour leur public? Et je vous remercie.